Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre webinaire sur le sommeil. Je me présente, je m'appelle Béa Canapi et je suis infirmière au Centre roman de la Société suisse de la sclérose en plaques et je suis accompagnée ce soir de ma collègue Amélie Bechler en charge des cours et formations. Au programme ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le Dr José Habarubio, spécialiste en neurologie et en médecine du sommeil. Si vous avez des questions pendant ce webinaire, n'hésitez pas à les écrire à tout moment dans l'espace prévu à cet effet, dans le panel du webinaire Q&R en haut ou en bas, et on tâchera d'y répondre à la fin de la présentation. Nous ne parviendrons peut-être pas à répondre à toutes les questions, notamment si certaines sont trop spécifiques ou trop personnelles, mais vous pouvez également prendre contact avec nous par téléphone ou par email par la suite. Le webinaire serait disponible en ligne sur notre site Internet d'ici quelques jours si vous souhaitez les consulter à nouveau. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir le Dr José Habarubio, à qui je vais passer l'écran d'ici quelques secondes. Je vous retrouverai pour les questions après la présentation. On est un peu navré, il y a des petits problèmes techniques par rapport à la présentation du docteur, alors je vous demanderai d'être patient le temps qu'on essaie de résoudre ces petits soucis. Merci beaucoup et bonne présentation à tout le monde. Donc voilà, bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup à la Société La Sclérose en plaques de me donner l'opportunité de vous parler aujourd'hui du sommeil. Donc voilà, comme on vous disait, on a un petit problème technique pour vous montrer la présentation, mais en tout cas, on voulait vous parler ce soir du sommeil en général, hein, donc de l'importance du sommeil, des pathologies les plus fréquentes qu'on peut retrouver dans la sclérose en plaques et aussi quels sont les moyens de les diagnostiquer et de les traiter. Donc, j'essaie de mettre ma présentation si on arrive. Merci de votre patience et bonne présentation tout le monde. Merci, voilà, merci à tout le monde. Désolé pour ces petits problèmes techniques. Donc voilà, comme je vous disais, on va vous parler aujourd'hui du sommeil. Hein. Et donc les titres qu'on a choisis, c'est Bien dormir avec la sclérose en plaques. Et alors, moi, quand je fais des présentations sur le sommeil, j'aime beaucoup commencer par cette petite vidéo où vous pouvez voir que c'est passé en accéléré. Et c'est des petits points qui s'allument et qui s'étendent de façon très régulière, de façon très rythmique. Et en fait, je vous montre cette vidéo parce que c'est tout simplement des cellules. Alors, c'est des fibroblastes à l'occasion, mais en réalité, on pense que les premiers micro-organismes qui sont apparus sur Terre, donc les premières algues unicellulaires, avaient déjà une horloge biologique, avaient déjà un système qui permettait l'alternance des périodes de repos à activité, ce qui va devenir avec l'évolution le sommeil et l'éveil. Donc, le sommeil, c'est quelque chose qui nous accompagne depuis le début de la vie sur Terre. Et ça donne une idée vraiment de l'importance biologique sommeil. En plus, le sommeil, on sait, c'est une fonction biologique essentielle. Tous les animaux dorment, on peut dire que même tous les êtres vivants dorment, et on sait qu'on ne peut pas vivre sans dormir. Donc, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et en plus, le sommeil occupe un tiers de notre vie. Donc, on passe un tiers de notre vie à dormir. Donc, par exemple, une personne de 80 ans aura passé plus de 25 ans à dormir. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous donne une idée de l'importance biologique du sommeil. Le sommeil, il change aussi. Le sommeil, il change tout au long de notre vie. On n'a pas du tout le même sommeil à la naissance, à l'enfance, à l'adolescence, jeune adulte, quand on vieillit. Donc, le sommeil, c'est quelque chose aussi de dynamique qui évolue et qui change. Et malgré tout ça, donc malgré que le sommeil nous accompagne depuis le début de la vie sur Terre, que c'est une fonction biologique essentielle, que ça occupe un tiers de notre vie, le sommeil reste un mystère. On dit que le sommeil, c'est actuellement une des dernières frontières de la connaissance du cerveau. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît même pas quelles sont les fonctions ultimes du sommeil. Alors, on ne connaît pas très bien qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau pour que le sommeil soit si important. En tout cas, ce qu'on sait tous, c'est qu'est-ce qui se passe quand on ne dort pas. Donc, quand on passe une mauvaise nuit, quand on dort peu, quand on dort mal, on voit tout de suite les conséquences. On sait que le sommeil joue un rôle voilà, dans le métabolisme, dans la régulation du système immunitaire, dans les repos du système cardiovasculaire, mais il y a surtout un organe qui a besoin vraiment du sommeil, et cet organe, c'est le cerveau. Donc, le sommeil
essentiel, surtout au bon fonctionnement cérébral. On sait, et on a tous fait l'expérience, que si on passe une mauvaise nuit, on va être fatigué, on va être somnolent pendant la journée, on a des problèmes de mémoire, des concentrations, même notre caractère, il change, hein, on devient plus irritable. Il y a même un risque de dépression hein, quand on dort mal une nuit après une nuit, et ça s'accumule, on a moins envie de faire des choses et ça peut conduire vraiment à des tableaux, des troubles de l'humeur. Et malgré cette importance du sommeil, en fait, la médecine se peut intéresser au sommeil jusqu'à récemment. Hein. Donc, pourquoi? Parce qu'on a souvent considéré le sommeil comme un phénomène passif. Donc, le sommeil c'était un peu l'absence d'éveil. Donc, pendant le sommeil, il ne se passait pas grand-chose. Le sommeil, c'était comme une petite mort. Hein, et donc, ça ne valait pas la peine de l'étudier. Et la preuve de ça, c'est que les Grecs représentaient Hypnos, donc les dieux du sommeil, comme les frères des Thanatos, les dieux de la mort non violente. Et il a fallu longtemps pour que on se rende compte vraiment de l'importance du sommeil au niveau notamment de la qualité des vies. Alors, pourquoi parler du sommeil dans la CEP? Alors, déjà parce que les troubles du sommeil sont très fréquents et, à nouveau, souvent sous-estimés. Parce que les troubles du sommeil ont un impact direct sur beaucoup de fonctions cérébrales, cognitives notamment, sur la fatigue, sur la cognition, sur la qualité des vies, et que si on arrive à prendre en charge les troubles du sommeil, on peut aussi améliorer d'autres symptômes de la maladie, d'autres symptômes neurologiques. Alors effectivement, les troubles du sommeil ont des conséquences au niveau de l'aggravation de la fatigue, qui est déjà un symptôme très pressant dans les scléroses en plaques, une diminution de l'énergie, les troubles cognitifs, surtout du mal à se concentrer, à mémoriser. Si on dort mal, il y a une augmentation du stress, de l'anxiété, du risque de dépression. On sait que les personnes qui dorment mal ont entre 4 et 10 fois plus de risques de développer une dépression par la suite. Et si on dort mal aussi, il y a une aggravation des troubles moteurs avec une diminution de la mobilité, un risque accru des chutes. Maintenant, quels sont les principaux troubles du sommeil qu'on observe dans la sclérose en plaques? En fait, c'est finalement le même trouble du sommeil qu'on retrouve dans la population générale, sauf que la fréquence va être augmentée dans la CEP. Alors, on retrouve bien sûr l'insomnie, hein, donc du mal à s'endormir, se réveiller pendant la nuit. Très fréquent aussi, c'est le syndrome des jambes sans repos. Les apnées du sommeil sont aussi très fréquentes. Plus rares, mais il ne faut pas les négliger, c'est ce qu'on appelle les hypersomnies centrales ou des maladies qui donnent des accès de somnolence brusque pendant la journée. Et aussi les troubles du rythme circadien, quand notre horloge biologique il est déréglé et il ne fonctionne pas par rapport aux horaires entre guillemets habituels. Alors, l'idée de cette conférence, c'est passer, évidemment, très rapidement, parce qu'on n'aura pas le temps de parler en détail, mais passer très rapidement un petit peu sur toutes ces maladies, comment est-ce qu'elles se présentent, quelles sont les conséquences, comment est-ce qu'on peut les diagnostiquer et aussi comment est-ce qu'on peut les traiter. Et donc, on commence par l'insomnie, donc l'insomnie dans la sclérose en plaques. Donc, l'insomnie, c'est voilà, c'est tout simplement des difficultés d'endormissement, des réveils pendant la nuit, un sommeil qui est considéré de courte durée et surtout non récupérateur, donc avec des conséquences diurnes, en forme de fatigue, troubles de la mémoire, de la concentration. Donc, dans les grandes études, je vous montre ici ce qu'on appelle une méta-analyse, où on a pris ensemble beaucoup d'études qu'on a fait chez les patients qui souffrent de sclérose en plaques et on a vu combien de personnes dans ces études se plaignent des troubles du sommeil. Mais voilà, on arrive en moyenne un chiffre d'environ 52% des patients qui ont une sclérose en plaques qui se plaignent d'insomnie. Les femmes sont plus touchées que les hommes et effectivement, on retient qu'environ un adulte sur deux atteint de sclérose en plaques présente des symptômes d'insomnie. Donc, ce qui sont des chiffres vraiment énormes. Alors, pourquoi l'insomnie est si fréquente dans les scléroses en plaques? Évidemment, l'insomnie, c'est complexe, hein, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent, mais dans les scléroses en plaques, il peut y avoir les facteurs neurologiques, hein, donc l'atteinte des régions qui régulent les sommeils, les comorbidités, donc les douleurs, les spasticités qui peuvent nous réveiller pendant la nuit,
l'effet secondaire de certains traitements, hein, notamment, voilà, c'est bien connu, l'impact sur le sommeil des corticoïdes, et évidemment, comme pour tout le monde, le stress, l'anxiété, la dépression qui jouent un rôle dans la perturbation du sommeil. Alors, j'aime beaucoup cette modèle qu'un collègue américain, il s'appelle Spielman, qui explique un petit peu, mais en fait, pourquoi on devient insomniaque? Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, je dormais très bien et j'ai commencé à mal dormir, j'ai commencé à mal dormir et tout d'un coup, l'insomnie est devenue chronique. Alors, notre ami Spielman, il dit qu'on a tous un seuil d'insomnie. Alors, c'est cette ligne que vous voyez ici, c'est un seuil théorique, mais l'hypothèse, c'est que si vous dépassez cette seuil, vous passez une mauvaise nuit, vous dormez mal. Alors déjà, il y a un premier phénomène, c'est qu'on est tous différents par rapport au sommeil. Et il y a des personnes qui ont déjà un peu génétiquement un sommeil plus fragile, se trouvent plus proches du seuil d'insomnie. Il suffit de petites choses, voilà, un petit souci, un bruit, pour dépasser le seuil d'insomnie et dormir mal, par rapport à d'autres personnes qui se trouvent très loin de ce seuil d'insomnie. Et même s'il y a un avion qui passe à côté, ils vont pas se réveiller. Donc vous voyez qu'on a déjà une certaine prédisposition génétique à avoir un sommeil plus ou moins fragile. Mais même les personnes qui ont un sommeil fragile peuvent bien dormir toute leur vie du moment où elles restent en dessous du seuil d'insomnie. Après, il y a malheureusement toujours quelque chose qui va déclencher l'insomnie, ce qu'on appelle les facteurs précipitants, qu'on peut appeler d'une façon très générale le stress. Voilà, stress parce qu'on a eu un changement de rythme, stress au travail, stress familial, professionnel, le diagnostic de la maladie, la naissance des enfants. Enfin, on doit préparer une conférence et on dort mal la nuit avant. Donc ça, on considère que c'est un peu normal que dans une situation de stress aigu, on dépasse le seuil d'insomnie et on dort mal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les temps? Avec les temps, normalement, les facteurs qui ont déclenché l'insomnie, donc le stress qui a provoqué les premières mauvaises nuits, a tendance à diminuer, voire à disparaître, et en tout cas de revenir en dessous du seuil d'insomnie. Donc, après un stress aigu, normalement, on devrait petit à petit récupérer un sommeil normal. Sauf que pendant ces temps-là, on voit apparaître ce qui est ici en jaune, c'est ce qu'on appelle les mécanismes d'auto-entretien de l'insomnie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que plus vous dormez mal, plus votre cerveau intègre cette information et c'est finalement la mémoire des mauvaises nuits qui fait qu'on dort mal. On dort mal une nuit, on dort mal deux nuits, on dort mal trois nuits. Et au bout d'un moment, quand on va au lit, on a presque peur de ne pas pouvoir dormir. Et après, c'est la peur de ne pas pouvoir dormir qui fait qu'on ne dort pas. Ça veut dire qu'on rentre dans un véritable cercle vicieux qui fait qu'on dort mal, qu'on va changer nos habitudes, qu'on va essayer de se coucher plus tôt pour rattraper les sommeils, mais si on se couche plus tôt, on a plus du mal à s'endormir, on va s'énerver, on va s'angoisser, et finalement, ça ne fait, l'insomnie ne fait que s'aggraver, et c'est qu'on a démontré ces derniers temps, on a fait beaucoup d'études sur l'insomnie pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau cérébral, c'est qu'il s'est créé un véritable état d'hyper-réveil. En fait, le cerveau, il est en alerte permanente. Donc, il est tellement en alerte qu'on dort un peu par épuisement. On dort parce qu'on accumule, on accumule, on accumule, on accumule, en baissant de dormir jusqu'à qu'on s'endort. Mais le système de l'éveil, le système d'alerte est toujours actif. Donc, il suffit d'un petit réveil pendant la nuit, tac, pour qu'on se réveille et on a à nouveau du mal à se rendormir. Et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'en fait, l'insomnie, ce n'est pas une maladie du sommeil, parce que quand on dort bien. L'insomnie, c'est une maladie de l'éveil. C'est cet état d'hyper-réveil qui explique pourquoi l'insomnie devient chronique. Alors maintenant, comment est-ce qu'on traite l'insomnie? Bon, alors la première étape, c'est évidemment avoir une bonne hygiène du sommeil. Donc avoir des rythmes réguliers, éviter évidemment les excitants comme la caféine, éviter l'exposition aux écrans les soirs, avoir un environnement qui soit favorable à l'endormissement. Et après, on a des techniques, c'est ce qu'on appelle une thérapie cognitivo-comportementale, que nous, on utilise beaucoup. C'est des thérapies courtes, donc en général, ça dure quelques semaines,
où on va essayer que le cerveau réapprenne à dormir. Donc, on impose toute une série de règles, toute une série de normes pour que le cerveau réapprenne que le lit, c'est l'endroit où on dort, c'est pas l'endroit où on s'énerve, c'est pas l'endroit où on réfléchit, c'est pas l'endroit où on regarde la télé, c'est même pas l'endroit où on se repose. Donc, ce qu'on essaye, c'est que le cerveau réapprenne vraiment à dormir. Et c'est une technique qui marche très, très bien, même pour les insomnies qui durent depuis des années et des années. Et après, évidemment, il faut adapter les traitements et dans certains cas, on est effectivement obligé d'avoir recours aux médicaments, mais en général, avec les techniques non pharmacologiques, avec les approches non médicamenteuses, on arrive à traiter très bien l'insomnie. Donc, premier chapitre, l'insomnie. Deuxième chapitre, le syndrome des jambes sans repos. Vous avez sans doute déjà entendu parler de cette maladie où les patients ils ressentent vraiment, c'est des sensations très désagréables dans les jambes. Hein. C'est vraiment un besoin irrésistible de bouger les jambes. C'est parfois difficile à décrire par les patients, mais en tout cas, ce qui est typique de cette maladie, c'est que ça arrive plutôt les soirs ou au moment d'aller au lit, que ça arrive au repos et que ça s'améliore avec les mouvements. Le problème, c'est qu'effectivement, quand on est au lit, on doit bouger tout le temps pour soulager ces sensations très désagréables dans les jambes et ça empêche l'endormissement. Alors, je vous montre ici une vidéo, c'est une collègue parisienne qui avait filmé un de ses patients et vous voyez, c'est passé un petit peu en accéléré, mais l'idée c'est ça, c'est des patients qui doivent sortir du lit pour marcher, pour étirer les jambes, ils doivent s'émasser et ces sensations sont tellement désagréables que ça empêche de s'endormir. C'est comme si le cerveau voulait dormir, mais les jambes l'en empêchaient. Les patients qui ont ce syndrome des jambes sans repos ont aussi un sommeil très agités. Ils sont souvent, et vous le voyez ici dans cet enregistrement des sommeils qu'on a fait au laboratoire, un patient qui a ce syndrome des jambes sans repos, même quand il dort, il a des secousses musculaires un petit peu violentes et surtout très répétitives, très stéréotypées. Et vous le voyez ici sur cette ligne verte, c'est les électrodes qui étaient collées dans les jambes. Et c'est pour ça qu'on les appelle des mouvements périodiques des jambes. Et le problème, c'est qu'à chaque mouvement, il peut y avoir un petit réveil, parfois inconscient, hein, on n'est pas nécessairement conscient de ces réveils, mais ça coupe le sommeil et ça fait que le sommeil soit un sommeil de moins bonne qualité, moins récupérateur. Alors, il y a effectivement beaucoup d'études qui ont été faites dans les scléroses en plaques par rapport au syndrome des jambes sans repos et les estimations de la fréquence sont variables selon les études, entre 13 et 65%, mais en tout cas, c'est beaucoup plus que dans la population générale. Et en plus, la sévérité du syndrome des jambes sans repos est plus importante chez les patients qui ont un syndrome des jambes sans repos associé à la sclérose en plaques qui est dans les formes qu'on appelle primaires. Et ce syndrome des jambes sans repos a surtout un impact très négatif sur la qualité du sommeil et sur la fatigue. On pense que dans la sclérose en plaques, l'inflammation chronique peut jouer un rôle, mais on fait aussi très très attention aux carences en fer parce qu'on sait que les fers jouent un rôle très important. Donc pourquoi le syndrome des jambes sans repos est si fréquent dans les scléroses en plaques? Donc d'une part, c'est une maladie qui se passe dans le cerveau, hein, donc on peut avoir une attente neurologique, hein, notamment des voies qui contrôlent la dopamine, cette carence en fer qui est souvent associée aux jambes sans repos, et ça peut être aussi un effet secondaire de certains traitements, notamment certains antidépresseurs, certains neuroleptiques, et donc dans ces cas, il faut vraiment essayer de trouver un bon compromis. Évidemment, il ne faut pas arrêter ces traitements s'ils marchent bien, mais trouver une solution pour que ces jambes sans repos ne dérangent pas. Donc, on fait toujours un dosage du fer sérique pour s'assurer que le fer il est suffisamment élevé. On essaye d'avoir aussi une bonne hygiène du sommeil, parce que ça aide toujours pour avoir un meilleur sommeil. Mais dans les cas sévères, on a besoin d'un traitement médicamenteux, donc c'est un traitement vraiment spécifique pour le syndrome des jambes sans repos et qui permet aux patients de retrouver à nouveau un bon sommeil. Donc, on a vu l'insomnie, on a vu les jambes sans repos, et maintenant encore une autre grande catégorie des troubles du sommeil qui est le syndrome d'apnée du sommeil. Donc, une maladie qui est aussi très fréquente en population générale. Hein. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent de respirer pendant le sommeil. Alors, ça est dû au fait que le passage de l'air dans la gorge chez l'être humain, hein, c'est une
question anatomique, évolutive. Les passages de l'air dans la gorge, c'est très étroit et en plus, c'est des muscles parce qu'il faut qu'on parle, donc il faut que ça bouge pour moduler la voix. Et le problème, c'est que pendant le sommeil, les muscles vont se relaxer. Donc les muscles se relâchent, les passages de l'air dans la gorge deviennent plus étroits, ça provoque un ronflement et parfois ça devient tellement étroit que ça se ferme. Et alors une fois que ça se ferme, on essaye de respirer, on essaye de respirer. Mais en fait, plus on essaye de respirer, plus ce passage va se fermer et pour reprendre l'air, on va se réveiller. Alors, c'est ce qu'on voit ici chez ces patients qui est enregistré au laboratoire. Hein. Comme vous voyez qu'ils cherchent l'air. Hein. Donc là, il va s'endormir. Hein. Là, il est en train de dormir. On le sait parce qu'il a tous ses électrodes sur la tête. Hein. Donc, on voit que les muscles du thorax ici, de l'abdomen, ils vont s'arrêter parce qu'en fait, les passages de l'air dans la gorge se bloquent. Et il va essayer de respirer. Donc, les muscles s'activent. Donc, vous voyez qu'il essaye, il lutte pour prendre l'air. Mais à nouveau, plus on essaye de respirer, plus il y a un phénomène de succion et plus les voies aériennes se ferment. Et pour pouvoir reprendre l'air, pour pouvoir reprendre la respiration, là, on se réveille. Alors, c'est des réveils très courts, donc tellement courts que le cerveau n'arrive pas à les enregistrer. Donc, les personnes qui font des apnées ne sont pas conscientes de ces réveils. Mais par contre, évidemment, ça va couper le sommeil et ça va donner un sommeil qui n'est pas récupérateur avec une fatigue, une somnolence dure. Dans les scléroses en plaques, c'est vrai qu'il peut y avoir une atteinte des centres respiratoires qui favorise les apnées. Surtout, il peut y avoir une faiblesse musculaire hein, avec une dysfonction des muscles respiratoires. Et il y a un facteur qui n'est pas exclusif évidemment de la sclérose en plaques, mais qui est un facteur majeur, qui est la prise de poids. Donc, il faut imaginer que quand on prend du poids, les kilos s'accumulent partout, mais ils s'accumulent aussi autour des voies aériennes. Donc, quand on dort, ces poids, ça favorise la fermeture et ça favorise les apnées. Donc, c'est une des choses qu'on fait très attention toujours dans les syndromes d'apnée, c'est attention au poids. Alors, pour diagnostiquer les apnées, on peut faire, comme on vient de le voir, hein, cet enregistrement au laboratoire, c'est ce qu'on appelle une polysomnographie. On enregistre tous les paramètres pendant les sommeils, hein, donc l'électroencéphalogramme, la respiration, l'oxygène, le cœur, les jambes. Ou on peut faire aussi un examen un petit peu plus simple, c'est une polygraphie ambulatoire. Hein, donc, c'est un petit appareil qui nous permet d'enregistrer la respiration, l'oxygène, le cœur. Et avec ça, on peut détecter s'il y a des apnées. Quand il y a des apnées, il faut les traiter évidemment, et on a différents traitements qui dépendent aussi beaucoup de la sévérité des apnées. Donc parfois, on utilise des orthèses d'avancement mandibulaire, donc des dispositifs qu'on met dans la bouche, un peu comme les boxeurs qui mettent pour protéger les dents. Mais là, la différence, c'est qu'on va avancer un tout petit peu la mâchoire pour que l'air il rentre plus facilement. On évite aussi de dormir sur les dos. Il y a des patients qui font des apnées surtout quand elle dort sur les dos. Donc, on a des traitements pour conditionner la personne à ne pas dormir sur les dos. Et dans les cas sévères, on utilise des appareils qu'on appelle CPAP. Vous avez peut-être entendu parler, ce qu'on appelle la pression positive continue. Donc, c'est un appareil qui vous donne de l'air pendant le sommeil, qui ouvre les voies aériennes. Donc, elles sont ouvertes en permanence, elles ne peuvent pas se fermer. Toutes les apnées disparaissent. C'est magique, ça marche très bien. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'effet secondaire. Par contre, c'est vrai, c'est un traitement un peu contraignant parce qu'il faut dormir avec un masque. Et bien sûr, à nouveau, attention au poids. On voit que les patients qui perdent du poids s'améliorent, voire guérissent du syndrome d'apnée. Donc, on a vu les insomnies, on a vu les jambes sans repos, les apnées, et maintenant on arrive à un chapitre qui est un petit peu particulier parce que c'est quand même des maladies beaucoup plus rares. C'est ce qu'on appelle les hypersomnies centrales. C'est des patients qui ont ce qu'on appelle une somnolence diurne excessive, qui peuvent s'endormir brusquement pendant la journée, qui ont besoin de faire des siestes fréquemment, même si le sommeil de nuit n'est pas perturbé par les apnées, par les mouvements des jambes, etc. Et alors, il faut dire que et surtout dans les scléroses en plaques, on a deux symptômes qui ressemblent beaucoup, mais qui ne sont pas exactement la même chose. Et c'est à nous, les médecins, qu'on essaye, c'est nous qui essayons de faire toujours la différence entre ce qui est la fatigue, que vous connaissez très bien parce que c'est un symptôme très fréquent et invalidant dans les scléroses en plaques. Donc, c'est cette manque d'énergie, de la somnolence, qui est vraiment la difficulté à rester réveillé, la possibilité de s'endormir facilement,
surtout là où il ne faudrait pas. Et il y a une sorte de confusion sémantique. Hein. Donc, fatigue et somnolence sont souvent utilisés de manière similaire, mais c'est deux symptômes différents qui ont des origines différentes qu'on doit traiter aussi différemment. Donc, la somnolence et la fatigue sont souvent liées. Chez les patients atteints de sclérose en plaques, la fatigue est plus fréquente et plus sévère que la somnolence. La fatigue sans somnolence est très fréquente dans les scléroses en plaques. Et effectivement, on peut être très, très fatigué, mais pas du tout somnolent. Hein. Donc, ça, voilà, on peut courir le marathon de Lausanne, on est très fatigué à la fin, mais on n'a pas du tout envie de dormir. Donc, c'est deux conditions cliniques qu'on essaye de différencier parce que la fatigue, ça peut venir de beaucoup de choses, et notamment de la sclérose en plaques. Par contre, la somnolence, ça vient d'un dysfonctionnement du sommeil. Donc, dans les scléroses en plaques, cette hypersomnie centrale, ça peut venir parce qu'il y a une altération des circuits de l'éveil dans le cerveau. La fatigue neurologique vient surtout de l'inflammation et de l'attente myélénique de la maladie. Il faut évidemment faire attention à certains médicaments qui ont un effet sédatif, certains antidépresseurs, les myorelaxants, qui peuvent aussi provoquer une somnolence diurne. Et là, je vous montre des cas qui sont effectivement très rares, mais des cas où des lésions dans les cerveaux, dans ces structures qui contrôlent l'éveil, donc qui se trouvent vraiment dans les troncs cérébrales ou dans l'hypothalamus, et ça peut déclencher des véritables tableaux de narcolepsie. Donc, ces patients que, vous savez, peuvent s'endormir très brusquement, et c'est vraiment très brusquement, ils peuvent s'endormir en parlant, en marchant, en mangeant. Donc, c'est des situations très, très particulières, très rares, mais qu'il ne faut pas non plus oublier ou négliger. Et donc, pour ça, donc ce qu'on fait, c'est s'il y a une somnolence anormale qui s'ajoute à la fatigue et qui aggrave la fatigue, on va évaluer le sommeil pour identifier la cause exacte. On va essayer d'optimiser les traitements et adapter au rythme de vie. Et dans certains cas, on a aussi des traitements éveillants, des traitements psychostimulants qui empêchent justement la personne de s'endormir pendant la journée, là où il ne faudrait pas s'endormir. Les insomnies, les syndromes de jambes sans repos, les apnées, les hypersomnies centrales. Et un dernier chapitre, pour laisser un petit peu de temps aussi pour la discussion et les questions, c'est ce qu'on appelle les troubles du rythme circadien. Alors là, c'est quand l'horloge biologique est déréglée. Alors, le plus souvent, c'est ce qu'on appelle un retard des phases, un décalage du cycle veille-sommeil. Donc, on le voit très souvent aussi dans l'adolescence. Hein. Donc, vous voyez ces adolescents qui ont du mal à s'endormir les soirs, ils sont en pleine forme. Et par contre, une fois qu'ils dorment, ils peuvent dormir beaucoup. Donc, finalement, ce n'est pas le sommeil qui est malade, c'est vraiment les rythmes, c'est vraiment l'horloge biologique. Le problème, c'est que si effectivement on s'endort très tard et par contre on doit se lever tôt pour aller à l'école, pour aller travailler, on est toujours un petit peu en manque de sommeil. On a beaucoup de mal à sortir du sommeil, à démarrer les matins. On est fatigué, on est somnolent. Et après, dans la journée et en soirée, on est de plus en plus éveillé. Et ça est dû au fait qu'on a tous une horloge biologique dans notre cerveau. Donc, on a vraiment une toute petite montre, hein, donc une horloge, qui marque les rythmes. C'est les noyaux suprachiasmatiques. Donc, c'est un tout petit noyau qu'on a derrière les yeux, dans les troncs cérébrales, qui est très important parce que c'est lui qui marque les rythmes, qui dit à quel moment c'est un moment favorable à l'endormissement et à quel moment, même si on est fatigué, on n'arrive pas à s'endormir. Et alors, ce qui est très curieux avec cette horloge biologique, c'est que chez l'être humain, il ne fonctionne pas sur des rythmes de 24 heures. Alors, pour la plupart d'entre nous, notre horloge biologique fonctionne sur des rythmes supérieurs à 24 heures, hein, ils sont proches des 25 heures. Ça, on l'a découvert quand on a fait des expériences dans des bunkers où on isole les participants de tout repères temporels. Ils n'ont pas la montre, ils n'ont pas la télé, ils ne voient pas la lumière naturelle. Je vous montre ici une photo aussi de Michel Chiffre, qui était un spéléologue français qui se mettait dans les grottes, qui passait comme ça des semaines et des semaines à étudier son rythme intrinsèque, hein, une fois qu'on est coupé de l'environnement. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que si on est coupé de l'environnement, on commence à vivre des journées de 25 heures. Parce que justement, notre horloge biologique est plutôt réglée sur des rythmes de 25 heures. On se décale, on se décale, on se décale, on se décale. Et à la fin, on dort la journée et on vit la nuit. Donc, la grande question, c'est si notre horloge biologique fonctionne sur des rythmes de 25 heures,
Comment est-ce qu'on fait pour vivre des journées de 24 heures? Alors, c'est ça, ce qui est très important, c'est que tous les jours, toute l'humanité, on doit tous régler notre horloge biologique, on doit les remettre à l'heure tous les jours. Et ça, on le fait essentiellement grâce à la lumière. Donc, c'est comme ça que le cerveau humain a évolué depuis le début de l'histoire de l'humanité. C'était l'alternance lumière-obscurité, soleil-lune. Sauf que maintenant, on est très mal exposé à la lumière. Souvent, on a trop de lumière les soirs à cause des écrans, hein, téléphone, tablette, ordinateur. Et par contre, on n'a pas beaucoup de lumière les matins, surtout en hiver, quand il fait gris, quand il n'y a pas beaucoup de lumière. Et donc, ce qui est très important, c'est vraiment préserver cette bonne exposition à la lumière les matins et éviter l'exposition à la lumière les soirs. Parce que si on s'expose à la lumière les soirs, on va bloquer la sécrétion d'une hormone qui est la mélatonine, qui est justement l'hormone qui fait les liens entre l'horloge biologique et la machine du sommeil. C'est les soirs, quand il n'y a pas de lumière, qu'on sécrète la mélatonine et là, on s'endort. Et c'est les matins, quand on élimine la mélatonine, qu'on se réveille. Et comme je vous disais, le problème actuellement, c'est qu'on n'est pas très bien exposé à la lumière. Et heureusement, on a d'autres synchroniseurs, hein, et c'est les synchroniseurs sociaux. C'est l'effet qu'on a des rythmes. Et ces rythmes sont extrêmement importants pour que notre horloge biologique fonctionne bien. C'est l'effet que tous les jours, on se lève à la même heure, qu'on a des repas toujours à la même heure, qu'on a des interactions sociales. C'est grâce à ça qu'on arrive à régler notre horloge biologique. Si on perd ça, notre horloge biologique, il se dérègle très, très facilement. Pourquoi les troubles du rythme circadien se produisent, se manifestent dans les scléroses en plaques? Évidemment, il peut y avoir une altération de la perception de la lumière par le cerveau. Il peut y avoir des lésions qui affectent l'horloge biologique. Et à nouveau, les rythmes de vie. Il faut vraiment avoir une bonne exposition à la lumière les matins, il faut éviter l'exposition à la lumière les soirs, il faut avoir des rythmes les plus réguliers possibles. Donc, les solutions quand on a ce type de problème des troubles du rythme, donc on utilise notamment des lampes de luminothérapie, hein, les matins. On peut utiliser la mélatonine, parce que maintenant on fabrique la mélatonine, donc on peut donner la mélatonine pour avoir des rythmes les plus réguliers les soirs, et éviter les écrans. En tout cas, on dit 2 heures avant d'aller au lit. Donc voilà, donc j'arrive petit à petit à la fin de l'exposé pour laisser le temps aux questions, mais comme conclusion, alors, donc dans les scléroses pourquoi la sclérose en plaques perturbe le sommeil? Plusieurs mécanismes, l'atteinte neurologique directe des centres du sommeil, les comorbidités comme les douleurs et les spasticités, la fatigue qui entraîne une sorte de cercle vicieux parce qu'on est fatigué, on a moins d'activité, si on a moins d'activité, le sommeil est aussi moins bon, l'effet secondaire des traitements. Comment est-ce qu'on identifie ces troubles? Bon, voilà, donc déjà en parler, hein, parler à votre médecin, en parler à votre neurologue, et si les troubles du sommeil deviennent chroniques, s'adresser à un centre du sommeil, hein, où on va déjà vous recevoir pour une anamnèse approfondie. On peut faire des examens, hein, on peut faire ce qu'on appelle des actimétries, c'est comme des petites montres qui nous permettent de voir les rythmes, comment la personne dort à la maison. On peut faire des enregistrements des sommeils au laboratoire, où on met tous ces électrodes, tous ces capteurs pendant toute la nuit et on voit tout ce qui se passe pendant les sommeils. Et évidemment, traiter les facteurs aggravants comme la douleur, les effets secondaires des médicaments, le stress, l'anxiété. Donc, optimiser le sommeil pour améliorer la CEP. Évidemment, une bonne hygiène du sommeil, donc il faut vraiment respecter le sommeil, avoir des rythmes réguliers, attention à la lumière, attention à certains excitants, les traitements de la douleur, de la spasticité, toutes les techniques de gestion du stress et justement quand l'insomnie devient chronique, ce type d'approche de thérapie cognitivo-comportementale ou TCCI fonctionne très très bien pour les sommeils, c'est une thérapie courte, donc ça permet vraiment de réapprendre au cerveau à dormir et des traitements spécifiques pour certains troubles comme les apnées si elles sont sévères, les traitements pharmacologiques pour les syndromes de jambes sans repos. Et en conclusion, comme disait le titre, mieux dormir, c'est mieux vivre avec la CEP. Donc, les troubles du sommeil, ce sont des facteurs aggravants, mais très souvent traitables, qui, si on arrive à les diagnostiquer rapidement avec une prise en charge adaptée, ça va améliorer
en tout cas la qualité de vie. Et pour cela, il faut une approche multidisciplinaire, hein. Donc, effectivement, votre neurologue s'est impliqué, les spécialistes du sommeil, et c'est en travaillant comme ça, en réseau, qu'on arrive à bien traiter ces troubles du sommeil et améliorer beaucoup des symptômes qui peuvent être liés à ces mauvaises nuits. Donc voilà, je m'arrête maintenant pour laisser le temps aux questions. Donc, je suis à disposition. Merci beaucoup, Dr. Rubio, pour votre passionnante présentation. En tout cas, j'ai personnellement beaucoup appris Merci. par rapport au sommeil, par rapport au mien même. Nous restons à votre disposition si vous avez envie de poser des questions. N'oubliez pas que c'est en bas de votre écran le QR et puis vous pouvez taper vos questions. On en a quelques-uns déjà. Alors, il y a une personne qui demande qu'il arrive d'avoir des sensations de jambes bouillantes, mais pas brûlantes dans la nuit. Ça dure 2, 3 heures, après ça passe. C'est que 3, 4 nuits par mois. Est-ce que pour vous, c'est plutôt une syndrome de jambes sans repos ou autre chose? Alors, c'est une bonne question parce qu'effectivement, le syndrome des jambes sans repos, c'est un diagnostic clinique, hein, et c'est une maladie qui a 4 critères essentiels. Donc, c'est effectivement des sensations désagréables. Ça peut être chaud, ça peut être des picotements, des fourmillements, des brûlures, des crampes. Ça arrive au repos, plutôt les soirs ou la nuit, et ça s'améliore avec les mouvements. Donc, si on a ces 4 critères, on a un syndrome des jambes sans repos. Après, il faut voir si c'est primaire, secondaire, etc. Mais si on a ces 4 critères, on a un syndrome des jambes sans repos. Après, effectivement, il y a des personnes qui ont ça tous les soirs, il y a des personnes qui ont ça ponctuellement, il y a beaucoup de gens qui ont déjà ressenti ces manifestations quand ils sont dans l'avion, en voyage, un long voyage où ils doivent bouger tout le temps. Donc, si c'est sporadique et c'est ponctuel, c'est pas nécessairement, on ne va pas nécessairement donner un traitement tous les soirs, mais si ça perturbe le sommeil et si ça se produit plusieurs fois par semaine, à ce moment-là, ça vaut la peine effectivement de discuter avec votre neurologue et éventuellement d'essayer un traitement. Parfait. Merci beaucoup pour la réponse précise et concise. Prochaine question parle de la mélatonine. Il y a 2 questions en fait pour ça. La première, c'est est-ce qu'on doit la prendre tous les soirs si on a des troubles de sommeil? Et ensuite, est-ce que c'est dangereux même de le prendre tous les soirs? Alors, oui, bonne question, effectivement. Alors, la mélatonine, comme on vient de voir, hein, la mélatonine, on l'appelle l'hormone du sommeil, mais ce n'est pas vraiment ça. En fait, c'est l'hormone qui renseigne au cerveau de l'absence de lumière. Donc, c'est l'hormone qui va dire au cerveau, et c'est la nuit, c'est le bon moment pour s'endormir. Donc, la mélatonine n'a pas vraiment un effet soporifique. C'est pas, on prend la mélatonine, boum, on s'endort. Non, c'est pas du tout ça. La mélatonine va préparer le sommeil. Donc, on l'utilise beaucoup quand il y a ces problèmes de rythme pour essayer de mieux régler le sommeil. Et dans ces cas, quand on a ce décalage de phase, dans ces cas, il faut prendre la mélatonine, mais la prendre bien, bien, bien avant d'aller au lit. Parfois plusieurs heures avant d'aller au lit, pour au moment d'aller au lit avoir les pics de mélatonine et s'endormir plus facilement. Ceci dit, la mélatonine, c'est une copie de l'hormone que notre cerveau produit, donc c'est très naturel. Finalement, il y a, franchement, depuis qu'on utilise la mélatonine, c'est déjà des décennies, on n'a pas constaté d'effets secondaires, on n'a pas constaté de risques sur le long terme, il n'y a pas d'habituation, il n'y a pas d'accoutumance, donc c'est quelque chose qui est très sûr, très safe, et justement, comme il n'y a pas d'accoutumance, il n'y a pas non plus de sévrage. Donc, si un soir vous ne le prenez pas, c'est pas grave, donc il ne va pas y avoir un rebound d'insomnie. Donc, c'est une molécule qui est très sûre, qui peut aider beaucoup pour les personnes qui ont des problèmes de rythme. Par contre, ce n'est pas vraiment un somnifère. Donc, si on a plutôt un problème d'insomnie, donc avoir du mal à s'endormir, se réveiller pendant la nuit, etc., la mélatonine risque d'avoir peu d'impact. Merci beaucoup, mais j'aimerais aussi rester sur la discussion de la mélatonine parce qu'en Suisse, si j'ai bien la bonne information, c'est sous ordonnance médicale. Oui. Par contre, d'autres pays voisins, hein, dont la France, l'Italie, c'est en vente libre.
Que pensez-vous de cette pratique et est-ce qu'on doit se méfier de dosage de trucs si on le fait en fait finalement? On achète en ligne ou on achète Oui, ailleurs? oui, oui, oui. Donc c'est une question qu'on nous pose très, très souvent, effectivement, nos patients. Alors, effectivement, en Suisse, entre guillemets, l'avantage, c'est que la mélatonine, c'est considéré un médicament. Donc, ça veut dire que ça passe tous les contrôles, comme tous les médicaments. C'est Swissmedic qui contrôle. Donc, si on vous dit c'est la mélatonine, vous êtes sûr que c'est la mélatonine. Si on vous dit c'est 3 milligrammes, vous êtes sûr que c'est 3 milligrammes. Par contre, elle est beaucoup plus chère que dans d'autres pays. Donc, ça, c'est un petit peu, entre guillemets, les prix à payer. La mélatonine qu'on achète dans d'autres pays, elle n'est pas considérée un médicament, elle est considérée un supplément alimentaire. Donc, elle ne passe pas tous les contrôles des agences de médicaments. Alors, aux États-Unis, vous pouvez acheter un kilo de mélatonine pour 3 $, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas, elle est pas soumise au contrôle de l'agence du médicament américaine. Donc, effectivement, vous n'êtes pas très sûr toujours de la qualité ou de la quantité de ce qu'on vous vend. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de mélatonine, mais ça veut dire qu'on n'est pas très, très sûr. Donc, Ah, voilà, donc l'avantage en Suisse, c'est que là, vous savez qu'est-ce que vous prenez. d'accord, OK, c'est dans ce sens-là. On ne sait pas s'il y a d'autres additifs qui font que ça réduit Oui, le. et OK. voilà, quand on vous dit 1,9 mg, c'est peut-être 2,2 ou 1,7 parce que justement, enfin, c'est au niveau de la qualité et des dosages qu'il y a moins de contrôle. Ah, OK, parfait. Ben, justement, pour une dernière question peut-être sur la mélatonine, il y a quelqu'un qui demande combien d'heures on doit le prendre avant de dormir et à quel dosage en fait. Le Alors, dosage peut être oui, complexe, mais oui, c'est ça. Donc, en fait, nous, ce qu'on essaye, c'est effectivement de voir pour chaque patient. Donc, on adapte par rapport à chaque patient. Alors, pour les personnes qui ont un décalage de phase, donc imaginons ces adolescents qui n'arrivent pas à s'endormir avant 2 heures du matin, mais par contre, une fois qu'ils dorment, ils dorment jusqu'à midi. Donc, ce qu'on hmm, veut, tac, c'est qu'ils se couchent plus tôt. Donc, on va donner la mélatonine beaucoup plus tôt pour essayer de tromper leur cerveau. On ne va pas attendre que le cerveau produise la mélatonine, on va essayer de tromper le cerveau et anticiper. Et quand on dit anticiper, c'est plusieurs heures. Donc, c'est effectivement, on dit 3 heures avant d'aller au lit. Et on utilise des petites doses parce qu'en fait, ce n'est pas la dose qui est importante, c'est le moment de la prise. Donc, en général, alors on peut déjà 1 mg, ça peut être suffisant. Nous, on utilise entre 1 et 5 milligrammes. Donc, en général, on utilise 3 milligrammes et après, on adapte. Mais ça dépend vraiment, ah, vraiment de la personne, de l'indication. Mais des ah, petites doses et bien avant d'aller au lit, ça c'est sûr. ah, d'accord, c'est vraiment le temps en fait que vous dites C'est qu'il faut le timing qui est important. et on ne doit pas exposer à la lumière, etc. En fait, on doit Oui, aider la mélatonine. Si on n'aide bien. pas la mélatonine, ça marchera pas en fait en Oui, soi. c'est ça. C'est C'est pas un ça. somnifère classique. Ça, il faut s'en rappeler Absolument. bien que c'est pas un somnifère classique. Absolument, absolument. Donc, de toute façon, ça n'empêche pas qu'il faut garder toutes les autres règles. Oui, tout à fait. Alors, à rappeler. Merci beaucoup. Alors, je pose la suivante. Bonsoir à toutes et tous. Je sais plus si j'ai déjà dit bonsoir, je crois pas. À partir de combien de semaines, de mois d'insomnie est-ce qu'on peut déjà parler d'insomnie chronique? Hein, bonne question. En fait, on considère que quelqu'un qui dort mal depuis 3 mois a déjà une insomnie chronique. Donc, D'accord, plusieurs fois par semaine, 3, 4 fois, mauvaise nuit pendant 3 mois, c'est considéré déjà une insomnie chronique. d'accord, ouais. Que justement, les études nous ont démontré que quand on dort mal comme ça de façon régulière, la tendance naturelle, c'est plutôt à se chronifier et plutôt à s'aggraver, même Mhm. si à nouveau on élimine les facteurs qui ont déclenché l'insomnie. On dit, voilà, j'ai eu un gros stress, j'ai dormi mal pendant un certain temps, mais maintenant cet stress est disparu. Mais en fait, l'effet d'avoir dormi mal pendant 3 mois vous prédispose à que l'insomnie continue et devienne chronique. D'accord, ouais. Merci beaucoup.
C'est super intéressant, mais en fait, en parallèle à ça, est-ce que, vu qu'on parle de la CEP, hein, que voilà, ça avance et tout ça, c'est pas, on peut pas en guérir, par rapport au sommeil, si on a de l'insomnie et puis on fait tout notre possible et puis on récupère un bon rythme de sommeil, est-ce que ce qu'on a perdu pendant ces 3 mois-là en termes de fatigue et tout ça, je veux dire, ce qu'on a perdu peu importe Mm. le trouble cognitif et tout ça, est-ce qu'on récupère quand même? Est-ce que... Oui, 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 oui. Enfin, tout ce qui est lié au sommeil, effectivement, on a quand même des mécanismes qui font qu'on arrive à récupérer. Donc, les troubles du sommeil, ils vont pas laisser des séquelles sur les longs termes. Alors, c'est surtout sur les courts termes qu'on voit ça. Donc, si on dort mal, effectivement, c'est la fatigue, c'est le trouble de mémoire, des concentrations. Après, une fois qu'on récupère un bon sommeil, tout ça, ça devrait rentrer dans l'ordre. Mm. OK, parfait. Mais l'insomnie non plus, il ne va pas rester. Si on récupère, on peut ne pas Non. devenir, on peut réverser l'insomnie, en fait. Absolument, clairement. Oui, oui, Ah, tout à fait. On très bien. peut guérir de l'insomnie. On peut- Ah, ça, c'est rassurant à savoir. Oui, Même oui, si tout à on a fait. la CEP, donc on peut, Même si on n'a pas, absolument, absolument, tout à fait. suivant la source, après, si c'est des lésions et tout ça, ouais, ça peut être Ça, difficile à... ça peut être plus compliqué, effectivement, mais c'est vraiment exceptionnel qu'on ne puisse pas sortir de l'insomnie liée à des lésions cérébrales. Parce que finalement, les mécanismes qui contrôlent le sommeil, c'est quand même déjà des structures très anciennes qui se trouvent vraiment bien protégées au fond du cerveau et qui sont bilatérales. Donc, même s'il y a une structure qui est touchée, il y a l'autre qui va reprendre un petit peu la fonction. Donc, c'est vraiment dans des cas très sévères avec des charges lésionnelles très importantes ou des atteintes du tronc cérébral où les mécanismes du sommeil sont vraiment touchés, la machine du sommeil est touchée. Sinon, franchement, dans tous les autres cas, donc dans l'immense majorité, on arrive à guérir de l'insomnie. Ok. Mm. Ben, c'est parfait parce qu'il y a question... Ah, Ouais. vas-y, vas-y. Non, vas-y. Il y avait une question qui était liée à ça. C'était... il y a un invité qui demandait si le nombre de lésions cérébrales, qui est plus de 45, par exemple, peut avoir une incidence sur le sommeil, sur la dépression, ou est-ce que c'est vraiment une question de zone du cerveau? Et je pense que vous avez répondu en partie. Effectivement, c'est plus au niveau des sondes des cerveaux que ça se joue. Donc, si effectivement, si les lésions touchent les structures qui contrôlent toute la machinerie du sommeil et de l'éveil, là, on peut avoir un dysfonctionnement. Mais à nouveau, il faut que ça soit très, très ciblé, très spécifique et en plus bilatéralement pour que les centres du sommeil soient touchés. Et ce qui est vraiment, vraiment, je vous ai montré un cas tout à l'heure de narcolepsie, mais c'est des cas vraiment isolés, c'est vraiment des cas très rares. D'accord. Merci beaucoup. Mm. Est-ce qu'il y a un nombre d'heures minimum à dormir pour être en forme? Et j'ajouterais, selon l'âge éventuellement, est-ce que ça change le nombre minimum selon le genre? Voilà, j'ai complété un peu la question, je me suis Oui, permise. oui, oui. Alors bon, ça c'est une grande question, hein, et ça c'est un des grands problèmes de la médecine du sommeil, c'est qu'on n'a pas des standards du sommeil. On ne peut pas dire, et voilà, il faut dormir 8 heures. C'est pas pour une prise de sang. Quand on mesure l'hémoglobine, on dit entre ça et ça, c'est normal. Le sommeil, non. Le sommeil, ça change tellement d'une personne à une autre. Il y a une telle composante constitutionnelle, génétique, que ça dépend beaucoup d'une personne. Alors maintenant, la question c'est et combien d'heures de sommeil moins j'ai besoin. Alors euh, pour ça, il faut voir comment est-ce qu'on fonctionne la journée. Parce que le sommeil, c'est un grand mystère. Hein. Je vous disais tout à l'heure, on ne connaît pas très bien Mhm. pourquoi on dort. Hein. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur le sommeil, mais on est tous d'accord pour dire qu'on dort pour être bien la journée. Alors, si vous êtes bien la journée, c'est que le sommeil, il a rempli sa fonction. Alors, si vous dormez 5 heures, mais quand vous vous réveillez, vous êtes en pleine forme pendant la journée, vous n'êtes pas fatigué, vous n'êtes pas somnolent, alors c'est que vous êtes un court dormeur et que vous n'avez pas besoin de dormir plus. Mhm. Par contre, si quand vous vous réveillez, vous n'êtes pas bien, vous êtes fatigué, vous êtes somnolent pendant la journée, c'est que nécessairement, il vous manque ou bien la quantité ou bien la qualité. Mais nous, Ouais. pour nous, ce qui est très, très important pour les sommeils, quand on voit les patients, c'est OK, le sommeil il peut être plus ou moins court, mais comment est-ce que vous vous sentez la journée? Est-ce que pour Mhm, vous, mhm. votre sommeil Hmm. donc, nous, on ne va pas chercher nécessairement un nombre d'heures de sommeil,
on va plutôt chercher la qualité et la continuité. Parce qu'en fait, la continuité, c'est extrêmement important pour le sommeil. Donc, vous, vous pouvez dormir 10 heures, mais les voisins d'en haut, il fait du bruit, ils vous réveillent toutes les demi-heures. Donc, quand vous vous réveillez, vous dites, c'est la pire nuit de ma vie. Et en réalité, vous avez dormi 10 heures, hein, mais c'est Mhm. des 10 heures d'un sommeil entrecoupé. Donc, nous, dans ce type de thérapie, des techniques pour essayer de récupérer un bon sommeil, la première chose qu'on cherche, c'est un sommeil continu. Un sommeil un tout petit peu plus court, mais continu, Mhm. qu'un sommeil long s'il est entrecoupé. Est-ce qu'on peut trop dormir? Ah, waouh, ça c'est une bonne question. Est-ce que Alors, ça fatigue plus au bout d'un moment? Euh, non, alors c'est curieux parce que l'être humain, c'est le seul animal que consciemment, il dort moins de ce qu'il pourrait. Donc, le fait qu'on a un réveil qui nous réveille tous les matins, c'est un signe qu'on pourrait dormir un petit peu plus. Mhm. Donc, on peut dormir moins à volonté. C'est pas recommandé, mais on peut dormir moins si on le souhaite. Par contre, on ne peut pas dormir plus à volonté. Vous ne pouvez pas dire, ah, aujourd'hui, je vais dormir 10 heures. Non, au bout d'un moment, la machine qui produit le sommeil, elle n'a plus besoin de dormir et elle s'arrête. Donc, si on dort beaucoup, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce que les mécanismes de régulation du sommeil ne vont pas bien ou parce qu'on dort pour compenser, par exemple, quelqu'un qui fait des apnées. Donc, comme il dort très très mal, il va Mhm. dormir plus. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord, merci. Prochaine question. Bien, tout le monde est dynamique. Bravo à tout le monde. Je me permets de poser celle-là pour saluer ma compatriote québécoise qui dit qu'elle est au Québec, les hivers sont longs. Quid des changements des saisons? S'exposer à la lumière, vous avez dit que ça peut aider. Je me permets de rajouter, vous avez suggéré la luminothérapie et l'exposition à la lumière, mais jusqu'à quelle heure pour pas que ça péjore le sommeil forcément? C'est ça. Donc, effectivement, enfin, moi j'adore la luminothérapie, hein. J'ai ici ma petite lampe aussi. Donc, moi, je fais la luminothérapie tout le temps. Il y a beaucoup d'études, mais beaucoup, beaucoup. Donc, c'est vraiment scientifiquement prouvé que ça a un effet sur la vigilance diurne. Donc, on est plus réveillé, on est plus actif, on se sent moins fatigué pendant la journée. Ça a démontré que ça règle effectivement l'horloge biologique. Donc, l'endormissement dès la nuit, ça peut être aussi plus facile. Et ça a un effet antidépresseur. Et avant, on disait c'est uniquement pour la dépression saisonnière, mais maintenant, toutes les nouvelles études nous montrent que ça marche aussi pour les dépressions non saisonnières et que si on associe un antidépresseur avec la luminothérapie, c'est encore mieux. Donc, la luminothérapie, c'est très, très bien. Il n'y a aucun risque, il n'y a aucun effet secondaire. Et donc, par contre, il faut que ce soit des lampes particulières, hein. Donc, c'est des lampes qui donnent une intensité de 10 000 lux, qui est l'intensité qui stimule les petites cellules qu'on a dans la rétine. Et donc, il faut que ça soit des lampes spéciales. Et en général, on recommande de faire une demi-heure le matin. Donc, c'est plutôt au réveil, les matins, et surtout éviter de les faire très tard dans la journée parce que ça va repousser notre horloge biologique, ça va repousser la sécrétion de mélatonine et on aura beaucoup de mal à s'endormir. Après, si vous l'utilisez jusqu'à midi, c'est tout à fait correct, hein. Donc, mais idéalement, on se réveille, tac, on s'expose à la lumière. Et est-ce que l'été, ça vaut la peine ou vu qu'il y a plus de lumière, de toute façon, on l'utilise, on n'a plus besoin vraiment? Alors, de toute façon, donc l'intensité lumineuse du soleil, elle est tellement importante que même les jours où c'est un peu gris, donc c'est beaucoup plus fort qu'une lampe de luminothérapie. Donc, si, quand vous vous réveillez le matin, il y a déjà la lumière, alors c'est bon. Donc là, vous n'avez pas, il faut par contre ouvrir les fenêtres et s'exposer à la lumière, et là, vous n'avez pas besoin de la lampe. Par contre, si vous devez vous lever tôt et il fait encore nuit, là, la luminothérapie va toujours vous aider. Ah, parfait. OK. Mm. Ça, c'est super intéressant, surtout que c'est très populaire ces temps, hein, la luminothérapie. Ouais, Ça ouais, commence à plus rentrer dans les mœurs et tout ça. absolument. Alors, on prend gentiment, on arrive gentiment à la fin, alors on va gentiment prendre une ou deux questions et puis malheureusement, on va devoir tous vous quitter. Mais on a encore un petit moment. Alors, la prochaine question, c'est est-ce que les infusions ont un effet reconnu, tout ce qui est passiflore, tilleul, etc. Ou selon Mm. vous, est-ce que c'est un effet plutôt placebo?
Alors, non, il y a quand même un petit effet, hein. Donc, il y a des études qui ont clairement démontré que ça a un effet apaisant, que ça peut favoriser le sommeil. Et la personne qui posait la question a très bien dit, ça aide aussi à ritualiser le sommeil. Donc, le sommeil, c'est un comportement, hein. Donc, ça veut dire qu'on a tous un rituel d'endormissement. On fait tous des gestes qui favorisent l'endormissement. Et si vous incorporez une tisane le soir dans votre rituel d'endormissement, ça va préparer le cerveau. Alors, c'est peut-être l'effet direct de la tisane, mais c'est aussi l'effet que vous avez pris du temps et que vous vous êtes préparé pour aller au lit. Donc, c'est probablement la combinaison de l'effet vraiment de la substance avec les rituels qui aident à l'endormissement. Alors, ce n'est pas un effet majeur, hein, donc c'est pas comme un somnifère, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut aider à se relaxer et à rentrer plus facilement dans le sommeil. Merci beaucoup. Euh, Petite question par rapport à la sieste l'après-midi. Est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée? Qu'en pensez-vous? Donc, vous posez la question en espagnol, hein. Donc, donc moi, J'aurais j'adore, pu, mais j'ai pas préparé. j'adore la sieste. La sieste, c'est génial. La sieste, c'est super. Voilà, donc toutes les études démontrent une petite sieste, ça permet de récupérer les énergies, ça augmente la productivité, on est beaucoup plus vigilant l'après-midi, sauf si on a des problèmes de sommeil la nuit. Si on a des problèmes de sommeil la nuit, Hmm. on ne fait pas de sieste. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est concentrer le sommeil la nuit. Donc, si on dort la journée, évidemment, la pression de sommeil diminue et la nuit, on aura beaucoup plus de mal à s'endormir. Ouais. Donc, si on dort bien, on fait ce qu'on veut, on fait la sieste, on fait la... mais par contre, si on a un sommeil fragile, non, on ne fait pas la sieste, on concentre le sommeil la nuit. Et de toute façon, une sieste, c'est, allez, 20 minutes, Ouais. une demi-heure maximum. Parce qu'à Ok. nouveau, c'est tellement récupérateur qu'on a démontré que 30 minutes de sieste, euh, ça peut valoir 2 heures de sommeil la nuit. Donc, si vous dépassez ça, votre sommeil de nuit sera nécessairement plus court. Donc, une petite sieste en début d'après, Hmm. c'est parfait, mais à éviter si vous avez des problèmes de sommeil la nuit. Ok, Ah, merci. OK. Et une dernière question pour vous. Alors, si quelqu'un, par exemple, dans la CEP, justement, peut-être qu'il y a des troubles de continence urinaire, il doit se lever la nuit pour aller au WC, forcément, ça les réveille, hein? Est-ce que vous avez des solutions pratiques pour justement aider à se rendormir? Parce que l'éveil, comme vous dites, c'est la clé de l'insomnie. Alors, comment on peut faire? Oui, et voilà, donc ça, c'est un petit peu les facteurs qui viennent déclencher la perturbation du sommeil, hein, donc. Et alors, moi, j'aurais envie de dire que finalement, se réveiller pendant la nuit, que ce soit parce qu'on doit aller faire pipi, ou soit parce qu'il y a des bruits. En fait, on se réveille tous plusieurs fois pendant la nuit. Donc, se réveiller pendant la nuit, on l'accepte. Ce qui n'est pas normal, ce n'est pas pouvoir se rendormir. Et c'est là où on Hmm. rentre le problème d'insomnie. Donc, se réveiller la nuit, on accepte, ça arrive à tout le monde. Mais par contre, si vous n'arrivez pas à vous rendormir, c'est qu'il y a déjà une composante d'insomnie. Et là, on revient au même mécanisme. Donc, on essaye que le cerveau réapprenne à dormir. Et on a toutes ces techniques de thérapie cognitivo-comportementale qui marchent très bien. Ah, parfait. Bon, Très bien, alors, il y a des merci. solutions en tout cas. Clairement, clairement. On peut améliorer. Alors, peut-être pas résoudre tous les problèmes, ça, mais en tout cas, améliorer, c'est sûr qu'il y a moyen de le faire. En tout cas, merci encore, merci beaucoup. On va passer à la toute dernière petite partie de notre soirée qui est la présentation de la société CEP. Et ensuite, on va malheureusement vous quitter. Merci encore le docteur José Haba Rubio du CHUV, c'est juste, Alors, pour... du sommeil de Florimond et CHUV. Donc, ah, voilà, mes tout à consultations fait. sont à Florimond, mais j'ai toujours un poste CHUV, effectivement. Merci beaucoup pour votre présence, vos questions, votre disponibilité. Il y a déjà beaucoup de personnes qui ont commenté dans les commentaires comme quoi ils ont beaucoup apprécié. Alors, merci beaucoup pour ça. Merci à Je vous. vous partage l'écran pour la petite suite. Alors, je voulais juste vous présenter, moi, je fais partie de l'équipe conseil. Alors, du coup, je conseille en matière de santé liant à la CEP
Et puis, nos collègues assistants sociaux conseillent en matière de tout ce qui est AI, tout ce qui est travail, tout ce qui est vraiment lié à finance et tout ça. On vous écoute, on vous donne des informations, on évalue la situation, on vous oriente dans ce qu'il existe. En tout cas, n'hésitez pas à demander. Si on ne peut pas vous aider nous-mêmes, on va essayer de voir qui peut le faire à notre place. Du coup, on accompagne aussi dans les démarches, particulièrement pour les remplissages de formulaires, quels qu'elles soient, et puis pour réfléchir un peu avec vous par rapport à différentes stratégies à entreprendre dans tout ce qui est démarche administrative. Et du coup, il ne faut pas hésiter à nous appeler. On a un numéro infoline. Vous pouvez nous appeler du lundi au vendredi de 9h à 13h. On répond à ce numéro ou vous pouvez nous envoyer une adresse email également. N'hésitez pas à appeler la réception aussi si vous ne trouvez pas ce numéro. Mais avec ce numéro, vous allez tomber forcément sur quelqu'un de l'équipe conseil. Et moi, je fais ma petite pub pour la suite du programme Décours et formation. Comme d'habitude, je te laisse du coup passer les slides, s'il te plaît, Béa. Donc, le prochain webinaire aura lieu le 27 mai. Ça sera sur la vitamine D et tout ce qu'il faut savoir. Ensuite, tu peux passer le 10 juin pour les plus jeunes d'entre vous qui nous écoutent. Pour être précise, jeune, c'est toujours délicat comme question. Je préciserai, allez voir sur le site. Il y a une date limite, il y a un âge limite pour se rencontrer et c'est un cours en ligne. Un autre cours en ligne pour les nouveaux diagnostiqués. Les années de diagnostic sont précisées sur le site. Le but, c'est vraiment d'apporter des informations pour les personnes pour qui c'est récent, très très récent. Voilà. Et tu peux y aller. Il y a encore de la place pour le cours sur les plantes médicinales à Fribourg le 9 mai, enfin Villars-sur-Glâne, dans le canton de Fribourg. Et puis le 12 mai, il y aura la soirée d'info au CHUV à Lausanne. Avec l'inscription est obligatoire, hein, je précise. Tu peux passer la suivante. Voilà, vous avez toujours l'actualité de nos cours et formations sur le site internet comme d'habitude. Et j'ai fini pour ma part. Merci C'est beaucoup. parfait. Alors, merci à tout le monde pour votre participation. On va envoyer un sondage comme à l'habitude pour ceux qui sont habitués, sondage pour avoir du feedback sur la soirée. Et le webinaire serait en ligne la semaine prochaine pour ceux que vous connaissez qui auraient pu le manquer. N'hésitez pas à le partager, chez qui ils auraient été intéressés d'avoir cette info. Même pour les personnes qui sont peut-être pas atteintes de CEP, il y a quand même deux, trois petits trucs intéressants. Alors, c'est vraiment très bien fait. Merci beaucoup pour votre participation. Merci encore au Dr. José Habarubio et on vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée. Au revoir, merci.